Imaginez un Boeing 777, l'un des avions les plus sûrs et surtout les plus avancés du monde, disparaissant dans l'immensité du ciel sans laisser aucune trace tangible pendant des mois. Pas de signal de détresse, pas de réponse, juste un silence glacé et oppressant. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable du vol MH370, un mystère qui, 10 ans après, continue de hanter l'humanité. Mais avant toute chose, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de faits divers mais pas que, des histoires mystérieuses, on adore ça, alors il est temps d'en parler. Je vous l'annonce tout de suite, cette vidéo risque d'être très longue puisque mon script fait pas moins de 49 pages. Voilà, j'ai travaillé longtemps sur le sujet. Je voulais vraiment essayer de l'englober au maximum parce que je sais que c'est un sujet que beaucoup connaissent et je voulais pas dire n'importe quoi. Je voulais quand même résumer, en partie forcément, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce fameux vol MH370, mais j'avais envie d'en faire une vidéo parce que je trouve ça juste hallucinant que aujourd'hui on a des avions de cette taille-là qui disparaissent et qu'on n'en connaisse pas réellement la raison. Donc je vais vous énumérer les théories évidemment et évidemment tout le déroulé des faits. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir parce que forcément ça l'aide à la faire grandir. N'hésitez pas également à interagir avec cette vidéo si le concept vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à passer sur ma boutique en ligne, j'ai une boutique où je fais des créations fait main, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est les promos de Noël, donc profitez-en, 15% de remise, c'est pas rien, donc autant en profiter. Sur ce, installez-vous confortablement, prenez un plaid, quelque chose à grignoter, ce que je vous dis ça va être long, et c'est parti pour l'histoire du jour. Le 8 mars 2014 débute comme un jour banal, un jour comme les autres, avec rien d'anormal, pour en tout cas la compagnie Malaysia Airlines. Le vol MH370 est prévu pour une liaison assez basique entre Kuala Lumpur et Pékin. Un trajet de 5h34 précisément. À bord du Boeing 777-200 on retrouve un équipage composé de 12 personnes, dont 2 pilotes de premier ordre. Le pilote s'appelle Zahari Ahmad Shah, c'est un pilote âgé de 53 ans, un pilote chevronné avec plus de 18 000 heures de vol à son actif, passionné par son métier, et c'est une personne qui est également connue pour avoir son propre simulateur de vol à domicile. C'est un homme qui est respecté et décrit par ses confrères comme étant quelqu'un de méticuleux et surtout très compétent. À bord avec lui, en copilote, on retrouve Farik Abdul Hamid, âgé de 27 ans. Il est actuellement en formation sur le Boeing 777. Mais bien qu'il soit jeune, il a quand même accumulé au fil de sa formation, plus de 2700 heures de vol, donc c'est pas un novice. Et d'ailleurs, c'est son dernier vol de formation avant de devenir copilote certifié sur ce modèle d'avion, les Boeing 777. L'équipage de cabine est du coup composé de 10 personnes, toutes qualifiées pour gérer des vols long courrier. Et tous ces professionnels sont actuellement prêts à recevoir les 227 passagers qui vont monter pour le fameux vol Kuala Lumpur-Pékin. Le vol MH370 va transporter une majorité de citoyens chinois accompagnés d'autres passagers d'autres nationalités. Il y a des Malaisiens, Australiens, Indiens et même quelques Européens et américains. Une chose à savoir sur le Boeing 777-200 c'est que c'est l'un des avions les plus sûrs et les plus avancés de son époque. Depuis sa mise en service en 1995, il bénéficie d'une super réputation pour sa fiabilité et ses systèmes redondants. Le MH377, celui qui nous intéresse, est immatriculé 9M-MRO et a effectué son premier vol en 2002. Et avant le vol qui nous intéresse, faut savoir que ce Boeing a été contrôlé et inspecté conformément aux standards stricts de Malaysia Airlines et aucun problème technique n'a été trouvé durant cette inspection. Au niveau de son carburant, parce que c'est important de rappeler tous ces points, ça paraît un peu linéaire, mais c'est important de le rappeler. Au niveau du carburant, le vol était chargé avec suffisamment de carburant pour environ 7h30 de vol, parce qu'ils incluent toujours des réserves en cas de détour pas prévu, sachant que on rappelle que le vol de Kuala Lumpur à Pékin devait initialement durer 5h30, donc il avait 2 heures de carburant en rab dans le Boeing. Et concernant les technologies que le Boeing a à bord, faut savoir que c'est un avion qui est équipé de systèmes très avancés, comme le transpondeur pour transmettre sa position et le système ACARS, je vous le traduis pas en anglais, c'est une horreur mon accent,
et qui va en fait tout simplement envoyer automatiquement des données techniques à la compagnie aérienne pour suivre leurs mouvements en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment hyper important et surtout ça va nous servir pour l'enquête après. Retour au 8 mars 2014. Il est minuit 42, heure locale du départ de l'avion, quand le MH370 décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur avec un léger retard de quelques minutes. Ça, rien d'anormal, c'est assez courant dans l'aviation. L'avion s'élève dans le ciel nocturne, atteignant rapidement son altitude de croisière à 10 700 mètres d'altitude. Les conditions météorologiques lors du décollage sont parfaites, le ciel est complètement dégagé et surtout aucune perturbation majeure n'est prévue durant le vol. À 1h01, l'avion atteint sa vitesse et son altitude de croisière. À ce moment-là, tout semble parfaitement normal et tout se déroule comme ça devrait l'être. D'ailleurs, le système ACARS, qu'on a parlé tout à l'heure, qui émet des signaux pour les compagnies aériennes, transmet ces dernières données techniques à la compagnie. Rien d'inhabituel n'est décelé dans les moteurs ou dans les autres systèmes. De minuit 46 à 1h19 du matin, le cockpit et les contrôles aériens de Kuala Lumpur échangent régulièrement des données et parlent entre eux via justement les radios et suivent un protocole standard. Les pilotes confirment leur route et surtout ils reçoivent des instructions pour se préparer à entrer dans l'espace aérien vietnamien. Donc en surface à ce moment-là, tout semble se dérouler comme prévu. L'équipage est expérimenté, l'avion lui il est en parfait état, les conditions de vol sont idéales et la météo est clémente. Mais en quelques minutes, cette routine va basculer dans l'inexplicable. À 1h19, ce sont les derniers mots des pilotes qu'on va entendre. Alors que l'avion approche de l'espace aérien vietnamien, le contrôle aérien de Kuala Lumpur va transmettre la gestion du vol à ses homologues vietnamiens, comme le demande la procédure. C'est clairement un protocole standard. Et d'ailleurs à ce moment-là, le capitaine Zahari Ahmad Shah va répondre par radio avec une voix calme au moment où du coup il y a le transfert. Il va dire au contrôle aérien de Kuala Lumpur « Bonne nuit, Malaysia 370 » pour ensuite être rapatrié sur le contrôle aérien vietnamien. Cette phrase, elle est complètement banale, c'est quelque chose qu'ils disent à chaque fois, mais ce sera les derniers mots qu'on entendra de ce pilote. Juste après cette phrase, le transpondeur de l'avion est désactivé. Histoire que vous sachiez ce que c'est un transpondeur dans un avion, faut savoir que le transpondeur joue un rôle clé dans le suivi des vols. Il va transmettre en temps réel des informations hyper importantes. La position de l'avion, l'altitude de l'avion, la vitesse, et surtout le code d'identification de l'avion qui va permettre justement de le suivre tout le long de son vol. Quand le transpondeur est désactivé, en fait, l'avion devient totalement invisible pour les radars civils. Et le fait de désactiver un transpondeur, c'est pas un dysfonctionnement. Parce que désactiver un transpondeur, ça nécessite une intervention humaine et surtout une action manuelle dans le cockpit. Donc à ce moment-là, on se demande qui a désactivé ce transpondeur pour éviter d'être repéré par les radars civils. Mais il devient effectivement invisible aux radars civils, mais pas aux radars militaires. Parce que oui, les radars militaires malaisiens sont beaucoup plus sophistiqués que les radars civils. Et eux vont continuer de détecter l'avion MH370 pendant encore un petit moment. Et ça, on y reviendra après. Rapidement, le fait que l'avion ait disparu des radars inquiète les compagnies aériennes parce que forcément c'est pas normal, il se passe quelque chose. Au début, ils n'annoncent rien aux médias, aux familles qui attendent évidemment leurs proches qui arrivent de cet avion. Ils n'annoncent rien, juste que le vol est retardé. Et ça va être un peu plus tard qu'ils vont prendre en compte la disparition de l'avion et l'annoncer au grand public. Et c'est à ce moment-là, en fait, la disparition du vol MH370 qui va marquer le début d'un chaos logistique et surtout émotionnel. En quelques heures, l'absence de réponse de l'avion va déclencher une confusion généralisée. Et le premier communiqué que Malaysia Airlines fera sur la disparition de ce vol sera le 8 mars 2014 à 7h24 heure locale. Ils vont d'abord annoncer que le vol est injoignable parce qu'à ce moment-là, la compagnie espère toujours qu'il s'agit juste d'un simple problème de communication et que l'avion va réapparaître et atterrir avec juste du retard. Mais dans les centres de contrôle aérien, l'inquiétude grandit. Depuis 1h19 du matin, aucun signal n'a été repéré de cet avion et évidemment plus aucune communication. Donc ça fait plus de 6 heures que l'avion est dans la nature. Et surtout, les radars civils ne le détectent plus. Et au début, ils vont pas se dire que c'est une action humaine, que le transpondeur ait été désactivé, mais ils commencent à se dire que peut-être l'avion s'est crashé. Donc c'est à ce moment-là que les premières recherches vont être lancées. Le problème, c'est que les recherches vont se lancer à l'endroit où le transpondeur a lâché. C'est-à-dire dans la mer de Chine méridionale, puisqu'ils s'arrêtent là où ils ont leur dernière position. Erreur. Donc les autorités malaisiennes vont concentrer les recherches sur la mer de Chine méridionale, près de la dernière position connue de l'avion, avant que son transpondeur ne soit désactivé. Une flotte internationale composée de navires et d'avions de plusieurs pays vont scanner méthodiquement la région. À ce moment-là, évidemment, c'est la confusion dans les médias. Il y a des médias qui vont commencer à rapporter qu'il y a des débris flottants qui ont été repérés dans la mer, mais évidemment, rien qui confirme que ça vient de cet avion-là.
juste les familles qui entendent ça à la radio, à la télé, etc. Eux, ils sont absolument pas tenus au courant, ils ont peur pour leurs proches et leurs familles, mais il n'y a rien d'officiel et rien de sourcé. Et c'est seulement quelques jours après la disparition, donc faut s'imaginer quelques jours c'est pas grand chose, mais pour une disparition en aviation c'est énorme, qu'ils vont apprendre en fait qu'ils font totalement fausse route et qu'ils ne recherchent pas l'avion au bon endroit. Parce que les autorités malaisiennes vont révéler qu'en fait les radars militaires ont réussi à suivre l'avion encore un moment après que les transpondeurs ont été désactivés, puisque comme je vous l'expliquais, les radars civils sont moins performants que les radars militaires. Et quand ils vont regarder la trajectoire de l'avion, ils vont se rendre compte que c'est très étrange. Une fois que le transpondeur a été désactivé de l'avion, l'avion va effectuer un virage à gauche brusquement et quitter sa trajectoire initiale vers Pékin. Il va survoler la péninsule malaise à basse altitude et éviter de justesse les zones densément peuplées. Et en fait, la trajectoire elle est hyper étrange parce qu'on a vraiment l'impression que le pilote qui conduit l'avion à ce moment-là essaye de passer inaperçu auprès de tous les radars. Il est dans les frontières en fait entre les compagnies aériennes, enfin les contrôleurs aériens, puisque vous savez il changeait de contrôle, il passait du contrôle aérien de Kuala Lumpur au Vietnam, et en fait on dirait qu'il est en train de juste passer inaperçu, c'est volontaire. Et c'est après 1 heure de vol complètement erratique qu'on va recevoir le dernier signal. Ce dernier signal localise l'avion au-dessus de la mer d'Andaman, à des centaines de kilomètres de sa trajectoire initiale. Ensuite, plus rien. À 2h22 précisément, l'avion disparaît de tout radar, comme si c'était totalement évaporé dans l'atmosphère. Et c'est à ce moment-là du coup que les autorités se rendent compte qu'en fait ils cherchent pas du tout au bon endroit. L'avion a volé 1 heure supplémentaire après que les radars civils ne le trouvaient plus, et donc il n'est pas du tout à l'endroit qu'il cherche. Et évidemment cette révélation, c'est un choc. Et du coup avec ces nouvelles révélations, les recherches vont prendre une dimension internationale et aussi une ampleur géographique sans précédent. Donc la nouvelle zone de recherche va se situer dans la mer d'Andaman et le nord de l'océan Indien, puisque l'avion a été repéré dans ces derniers moments à cet endroit. Le problème c'est que cette région est vaste, profonde et surtout difficile à explorer. Et du coup ça rend évidemment les recherches extrêmement compliquées. Dans les recherches, il va y avoir plus de 26 pays impliqués, dont les États-Unis, l'Australie, l'Inde, la Chine, qui vont déployer des ressources aériennes et maritimes et surtout satellitaires pour localiser l'avion sans précédent. Mais malgré tous les efforts, aucune trace de l'épave ne sera retrouvée, et aucune trace des passagers bien évidemment. Et c'est seulement 2 semaines après la disparition du vol, le 24 mars 2014, que le Premier ministre malaisien va faire sa première déclaration. Je vous laisse imaginer juste l'attente insoutenable que devaient ressentir les familles à ce moment-là. Je vous cite son annonce. D'après les dernières données satellites, le vol MH370 s'est terminé dans le sud de l'océan Indien. Entre autres, il s'est crashé dans l'océan Indien. Ces mots, bien que nécessaires, dévastent les familles présentes. Et surtout, encore une fois, aucune explication ne leur est fournie. Il n'y a pas d'épave, il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas de preuve tangible du crash, seulement une analyse satellitaire complexe. Et pour les familles, eh bien, c'est pas cool, on sait pas ce qui s'est passé. Et surtout, il y a plusieurs zones d'ombre en fait qui viennent hanter les recherches. Déjà, première chose, pourquoi les autorités malaisiennes ont-elles attendu plusieurs jours pour révéler les données de radar militaire? Parce que on a attendu plusieurs jours avant de dire les gars, nous on l'a détecté pendant 1 heure encore le vol. Pourquoi ils l'ont pas dit tout de suite? Deuxièmement, pourquoi du coup les recherches se sont concentrées sur la mer méridionale de Chine? Dire que les autorités malaisiennes savaient pertinemment que l'avion n'y était pas. Ils ont déployé des moyens, et ça coûte de l'argent, perdu du temps, dire qu'ils savaient que ça servait à rien. Et surtout, comment un avion de cette ampleur-là, avec cette technologie à bord, peut disparaître comme ça en 2014, sans laisser de traces et sans qu'on ait réellement de réponse? Ça paraît quand même absurde. Et alors que les recherches s'intensifient sur le crash de l'avion, une nouvelle donnée inattendue change radicalement la compréhension de la disparition du vol MH370. Cette découverte provient d'un système peu connu mais crucial, le réseau satellitaire Inmarsat. C'est compliqué. Je vous explique un peu. Même après la désactivation du transpondeur à 1h21 et la perte de contact radio avec le Boeing, le MH370 a continué, lui, d'interagir avec un satellite. Ce satellite géostationnaire, géré par la société britannique Inmarsat, est principalement utilisé pour des communications aériennes et maritimes. Ces interactions entre ce satellite et le Boeing sont appelées des end checks, ou des pings si vous préférez. C'est des signaux automatiques qui sont émis par l'avion pour confirmer sa connexion au réseau. Ces pings ne transmettent pas des données détaillées, comme la position exacte ou la vitesse comme peuvent le faire les radars, mais leur existence prouve que l'avion était toujours opérationnel, tant qu'il émettait des handshakes. Et le dernier ping de l'avion a été enregistré à 8h19 du matin, soit plus de 7 heures
après la perte de communication totale avec l'avion. Cela suggère bien évidemment que l'avion était encore en vol sur une distance considérable après sa disparition des radars. Et grâce à des calculs sophistiqués, Inmarsat et des experts ont analysé le temps mis par chaque ping pour arriver au satellite. Et en fait, je vous détaille pas les calculs, mais cela a permis de déduire une distance approximative entre le MH370 et le satellite à chaque instant. Et ces analyses vont révéler deux trajectoires possibles de l'avion, formant ce qu'on va appeler des arcs d'incertitude. La première, c'est une trajectoire vers le nord. L'avion dans ces cas-là aurait traversé le nord de l'Inde, le Pakistan et le Kazakhstan. Mais le problème, c'est que cette hypothèse est rapidement écartée, car il n'y a aucun radar militaire de ces régions, qui sont d'ailleurs densément surveillés, qui a signalé justement la présence de ce Boeing. Le deuxième arc d'incertitude est évidemment du coup par déduction une trajectoire vers le sud. L'avion du coup aurait volé au-dessus de l'océan Indien en direction de zones reculées, loin de toute terre habitée. Et cette trajectoire est la plus probable car du coup elle correspond à l'analyse des derniers pings. N-check. Je sais pas si vous avez arrivé à me suivre, mais c'est hyper important. Et surtout, le dernier ping enregistré est crucial pour pouvoir comprendre la fin du vol MH370. À cet instant, l'avion est situé sur l'arc sud, dans une région isolée de l'océan Indien. Mais là, à ce moment-là, il y a un mystère supplémentaire. À 8h19, aucun signal de descente rapide ou d'attitude inhabituelle n'est détecté. Ça veut dire en gros, pour résumer, qu'à ce moment-là, l'avion n'était pas en chute libre et n'était pas en train de se cracher, mais qu'à 8h19, l'avion était toujours opérationnel et volait encore correctement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'autres pings. À 9h19, il n'y en a pas d'autres. Une heure après, on n'a plus de ping. Ce qui va indiquer forcément que, entre-temps, l'avion se serait crashé. Et par rapport à sa localisation due aux calculs compliqués, etc. des satellites, eh bien, on arrive à situer à peu près où est-ce qu'il s'est crashé. Dans l'océan Indien. Faut savoir une chose, c'est que l'analyse des pings d'Inmarsat est une prouesse technologique sans précédent dans la recherche en aviation. Avant le cas du MH370, ces signaux étaient rarement utilisés dans les enquêtes aériennes. Et grâce à cette innovation, les experts peuvent estimer d'une, la durée du vol du MH370, près de 7 heures après la perte des communications, et surtout du coup le trajet probable. Mais ça on l'a expliqué juste avant. Donc le résultat de tout ça va orienter une fois de plus les recherches, mais les orienter vers une zone immense et inhospitalière de l'océan Indien. Faut savoir que cette région est l'une des plus isolées et inexplorées au monde, avec des profondeurs dans l'océan dépassant parfois les 4000 mètres. Mais au-delà de ça, cette région est connue pour ses courants maritimes puissants et des conditions météorologiques très difficiles. C'est en mars 2014 que les premières équipes de recherche vont être déployées dans ces zones, par l'Australie d'ailleurs, qui va être épaulée par plusieurs pays comme d'habitude, notamment la Chine et les États-Unis. Et encore une fois, malgré tous les efforts mis en place, rien ne sera retrouvé. L'avion a totalement disparu. Et pendant que les recherches se font, forcément une enquête est menée. Parce qu'un avion de cette ampleur-là, de cette taille-là, ne disparaît pas comme ça. Et en fait, l'analyse des pings, des handshakes, va révéler encore quelque chose de troublant. Les trajectoires identifiées ne peuvent pas être expliquées par une panne mécanique. Les experts ont conclu qu'il y avait forcément une personne aux commandes de l'avion qui aurait déjà, premièrement, désactivé volontairement le transpondeur et ensuite a volontairement piloté l'avion vers une destination qu'on connaît pas. Mais les virages que l'avion a pris, ce n'était pas une panne, c'était volontaire. Mais bon, malgré tout ça, les handshakes, etc. ne peuvent pas localiser précisément l'avion. Et après des mois et des mois de recherches infructueuses, de familles endeuillées sans aucune réponse sur ce qui a pu se passer et arriver à leur famille, eh bien un élément crucial refait surface, littéralement. La découverte des premiers débris du vol MH370 en 2015 vont marquer évidemment une avancée significative, mais vont soulever d'autant plus de questions. Le 29 juillet 2015, sur l'île de la Réunion, un homme nommé Johnny Begg, un chef d'équipe de nettoyage, va découvrir un objet étrange sur la plage de Saint-André, à l'est de l'île de la Réunion, qui est un territoire français situé dans l'océan Indien. Cet objet est une pièce d'aile appelée flaperon, mesurant environ 2 mètres de long, et elle est recouverte de coquillages indiquant qu'elle a dérivé dans l'océan pendant un long moment. Une fois que cette pièce a été retrouvée, elle est envoyée en analyse, et quand les résultats de l'analyse approfondie reviennent, les experts confirment que ce flaperon provient bien du Boeing 777 du vol MH370. C'est la toute première preuve matérielle que l'avion s'est bel et bien écrasé quelque part dans l'océan Indien. Et à partir de cette première découverte, d'autres débris vont commencer à être retrouvés sur des côtes de l'océan Indien, grâce à des recherches coordonnées, parce qu'on cherche maintenant des débris, ou alors parfois complètement par hasard. En mars 2016, au Mozambique, un morceau de stabilisateur horizontal est découvert par un touriste,
Les experts vont confirmer qu'il appartient bien au MH370. En juin 2016, en Tanzanie, une partie de l'aile arrière de l'avion est retrouvée sur l'île de Pemba. Et entre 2016 et 2018, sur Madagascar et des îles environnantes, on va retrouver plusieurs fragments, y compris des panneaux intérieurs et extérieurs, qui vont être retrouvés sur les plages de l'océan Indien. En tout et pour tout, on va retrouver une trentaine de débris identifiables, tous provenant du MH370. Les experts vont évidemment examiner chaque morceau pour en tirer les indices sur la fin du vol MH370. On n'a absolument, encore une fois, rien qui nous laisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, je vous explique un peu. Pour le flacon qui a été retrouvé en tout premier, il va montrer des signes d'impact, mais pas d'explosion en vol. Cela va indiquer que l'avion s'est probablement abîmé dans l'océan, dans une descente contrôlée ou non contrôlée. Il n'a pas explosé en vol. Ça, c'est un premier indice. Ensuite, les experts vont identifier et essayer d'analyser les coquillages retrouvés sur les débris. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en étudiant les coquillages, eh bien, on peut déterminer leur parcours océanique. Suivant quelle espèce, entre guillemets, de coquillage on retrouve, eh bien, on pourra à peu près suivre où est l'épave, essayer de la retrouver. Et en fait, les courants vont suggérer une origine au sud de l'océan Indien, et d'ailleurs, ça va corroborer avec les analyses des handshakes qu'on avait fait au début, des satellites. On va retrouver également des traces de brûlures. Certains des fragments et des débris retrouvés vont présenter des traces de brûlures, mais leur origine reste incertaine. Ça pourrait indiquer un feu à bord ou alors peut-être quelque chose lié post-impact en fait quand il s'est écrasé. Mais malgré toutes ces analyses et ces recherches concernant les débris, il reste encore beaucoup de zones d'ombre comme vous pouvez imaginer. Déjà, première chose, où est le reste de l'avion? Parce qu'on a déployé des recherches considérables pour le retrouver, mais on ne retrouve rien. Les principales sections comme le fuselage, le moteur, n'ont jamais été retrouvées. Leur localisation reste un mystère total et c'est évident puisque c'est compliqué de le retrouver dans l'immensité de l'océan. On ne sait pas ce que révèlent les boîtes noires. Les boîtes noires, vous savez, dans les boîtes noires, on a en fait tous les enregistrements vitaux du vol et en fait on les a jamais localisés. Et si on les avait, on pourrait peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais surtout, pourquoi aussi peu de débris? Une trentaine de débris pour un avion de cette taille, c'est quand même très peu. Parce que compte tenu de l'ampleur de l'épave supposée, il y a beaucoup d'experts qui s'interrogent sur le fait qu'on ait que très peu de débris. Et du coup, forcément, ça va commencer à alimenter les théories du complot qui auraient justement peut-être limité l'impact en contrôlant sa descente. Je sais pas si... Mais ça, on va en reparler plus tard. En parallèle de la découverte des débris, il y a des recherches sous-marines qui vont être menées forcément de façon très massive dans des zones situées à plus de 2000 km au large de l'Australie. Il y a énormément de moyens qui vont être déployés, il y a des drones sous-marins autonomes, des sonars avancés qui cartographient les fonds marins sur des milliers de kilomètres carrés. Il y a des opérations dirigées par l'Australie qui impliquent plusieurs nations et qui coûtent des centaines de millions de dollars pour essayer de localiser l'épave pour des résultats pas fous puisque jusqu'à fin 2017, il y a plus de 120 000 km² de fonds marins qui vont être explorés sans succès. C'est fou qu'on n'arrive pas à le retrouver, comme si c'était volontaire le fait qu'on n'y arrive pas. Mais bon. Pour les proches des passagers, la découverte des débris apporte une preuve de l'accident, mais leur donne pas de réponse définitive. Ok, l'avion s'est crashé, ok, on a perdu nos familles, mais pourquoi? Ils vont réclamer évidemment la poursuite des recherches et l'utilisation de toutes les technologies disponibles pour retrouver l'épave, mais surtout les boîtes noires. Celles qui peuvent nous apporter des réponses. Et forcément, il y a beaucoup de familles qui vont exprimer leur colère contre Malaysia Airlines et surtout les autorités malaisiennes, parce qu'ils n'ont pas fait preuve de transparence et d'efficacité depuis le début. Encore une fois, ils ont caché le fait que les radars militaires avaient suivi une grande partie, pendant 1 heure, l'avion. Pourquoi concentrer les recherches dans un endroit où ils savaient qu'il ne serait pas l'avion? Bon, les débris retrouvés confirment que le vol MH370 s'est écrasé dans l'océan Indien. Ça, c'est une certitude. Mais la façon dont il a terminé son voyage et les raisons de sa déviation reste quand même un mystère. Pour les enquêteurs, les débris sont comme des pièces isolées d'un puzzle, incomplet. Pour les familles, ils sont un maigre réconfort dans une tragédie qui continue de les hanter. Si les débris retrouvés et les données satellites apportent quelques réponses, elles laissent aussi de nombreuses questions sans solution. Ce vide d'informations a donné naissance à de multiples théories. Certaines crédibles, d'autres plus audacieuse, voire fantaisiste. Et parmi toutes les hypothèses entourant la disparition du vol MH370, celle d'une action délibérée du pilote, Zahari Ahmad Shah, reste l'une des plus discutées et controversées. Déjà, cette théorie repose sur plusieurs indices troublants et des comportements inexpliqués avant et pendant le vol. On va regarder ensemble. Déjà, premièrement, des manœuvres qui sont précises et intentionnelles. Les trajectoires empruntées par le MH370 après la désactivation du transpondeur montre des virages précis et une navigation sophistiquée. L'avion vire à gauche juste après avoir quitté l'espace aérien malaisien.
et avant d'entrer dans celui du Vietnam. Il survole la péninsule malaisienne, puis il change à nouveau de direction vers le sud, au-dessus de l'océan Indien. Ces mouvements nécessitent une maîtrise avancée des systèmes de navigation, mais surtout une connaissance approfondie des zones radars pour les éviter. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, l'avion a délibérément évité les radars civils. Deuxièmement, eh bien, le transpondeur a été désactivé, et le système ARCARS également. Et ça peut pas être accidentel. Ces actions nécessitent une intervention manuelle depuis le cockpit. Surtout, ces installations, ces systèmes ont été désactivés à des moments hyper stratégiques. Le transpondeur est coupé au moment où l'avion quitte une zone de contrôle radar pour rentrer dans une autre, créant justement une zone de silence, où l'absence de communication passe inaperçue pendant un court laps de temps, puisque forcément, l'espace aérien vietnamien attendait l'arrivée de cet avion, mais le fait qu'il n'arrive pas au moment indiqué n'était pas inquiétant. Il pouvait avoir tout simplement du retard, ce qui peut arriver justement dans des vols. Donc le fait qu'il l'ait débranché pile à ce moment-là, ça soulève des questions. Donc ça déjà premièrement. Ensuite, je vous l'avais dit au tout début de la vidéo, mais ce pilote avait un simulateur de vol à domicile. Et forcément, durant l'enquête, eh bien, les autorités se sont rendues au domicile du pilote pour un peu examiner son simulateur. Et lors de l'enquête, les autorités malaisiennes vont découvrir des choses assez suspectes dans ce simulateur. Ils vont découvrir qu'il avait, à un moment donné, simulé un itinéraire presque identique à celui-là, à celui suivi par le MH370, terminant justement dans une zone reculée de l'océan Indien. Bon, on est d'accord que les simulations ne constituent pas une preuve, mais j'avoue qu'elles soulèvent quand même des questions sur l'intention du pilote de préparer un tel scénario. Pourquoi avoir fait ça ? Dire que dans ses vols, à lui, il n'y avait jamais de vol qui partait dans ces zones-là. Évidemment, la question d'un prolongé est venue sur le tapis. Donc il y a des experts qui vont soutenir la théorie et qui suggèrent que le pilote aurait pu planifier un suicide élargi. Une action délibérée pour mettre fin à ses jours tout en entraînant la disparition de l'avion. C'est des choses qui se sont malheureusement déjà vues. Déjà, la trajectoire prolongée du MH370, le vol de plusieurs heures après la perte de contact, pourrait indiquer justement une volonté d'éloigner l'appareil le plus possible de toute zone habitée avant l'impact. Donc que ce soit délibéré. Forcément, il va y avoir un profil psychologique qui va être dressé du pilote pour essayer de comprendre si vraiment il aurait pu faire ça. Le truc c'est qu'il y avait quelques trous personnels mais rien de fou. Des médias et des enquêteurs qui vont spéculer sur des problèmes personnels qu'il aurait pu pousser à justement une action désespérée, par exemple une vie conjugale difficile. Il y avait des rumeurs qui évoquaient des tensions dans son mariage, sa famille les a complètement démentis par la suite. Il y en a qui disaient peut-être c'est un isolement social et un trop-plein. Il y a beaucoup de témoignages qui le décrivaient comme quelqu'un de solitaire et qui passait beaucoup de temps dans son simulateur. Enfin bon, je pense pas que ça veut dire que c'est un homme qui avait envie de foutre en l'air 300 personnes et lui-même, puisque moi je suis solitaire par exemple, et c'est pas pour autant que demain je vais conduire tout le monde à une mort certaine, vous voyez. Mais c'est comme dans toutes les affaires, quand on n'a pas de coupable et pas d'explication, on essaie de trouver quelque chose de rationnel. Et quand on n'y arrive pas, on part dans une théorie un peu plus loufoque. Déjà, les trucs qui vont un peu contre cette théorie, le fait que le pilote ait décidé de tuer un peu tout le monde, déjà il n'y a aucun message d'adieu. Le pilote impliqué dans des vols comme ça, des vols tragiques, souvent il laisse des messages. Parce qu'encore une fois, c'est déjà arrivé, hein. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc on sait comment ça se passe. Et surtout, avant, il y a toujours des comportements très bizarres, inhabituels, le personnel le sent, il y a des trucs chelous, enfin, que là, pas du tout. Et le truc, c'est que pareil, si le pilote avait envie de sauter la vie avec tout le monde, pourquoi il a volé 7 heures supplémentaires? C'était pas utile de voler autant de temps. Donc à ce moment-là, en fait, ils se sont dit, s'il a volé autant de temps, peut-être qu'il gagnait du temps. Alors, est-ce que c'était lui qui pilotait ou est-ce que l'avion n'aurait pas été tout simplement détourné? Parce que des avions suicides, on en a déjà vu, je vous le disais. Par exemple, le vol Germanwings 9525 en 2015. Le copilote Andreas Lubitz a intentionnellement crashé l'avion, un Airbus A320 dans les Alpes après avoir enfermé le capitaine hors du cockpit. Il y avait également le vol Egyptair 990 en 1999. Un autre exemple où un pilote aurait intentionnellement plongé l'avion dans l'océan. Mais là encore, des tensions personnelles et professionnelles ont été évoquées comme mobiles possibles, mais on n'a pas de preuves encore. Donc l'idée que le pilote Zahari Ahmad Shah ait orchestré la disparition du vol MH370 reste plausible, mais elle n'a jamais été prouvée, de manière concluante en tout cas. Le manque de preuves directes, comme les boîtes noires ou des témoignages, vont empêcher évidemment de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Cette théorie, elle continue de diviser les enquêteurs et l'opinion publique. Donc si le pilote était coupable, ses intentions restent un mystère. D'ailleurs, comme le destin final des 239 personnes à bord du MH370. Mais imaginez juste qu'il n'ait rien fait. Vous imaginez, là, il se fait salir le monsieur, dire qu'il a rien fait. La deuxième théorie, évidemment, c'est le détournement de l'avion. Je vous en parlais juste avant. L'hypothèse selon laquelle le vol
les MH370 auraient été détournés par des individus extérieurs a suscité de nombreuses spéculations depuis la disparition de l'avion. Cette théorie repose sur plusieurs éléments troublants pendant le vol. Le problème, encore une fois, comme pour les autres scénarios qu'on va évoquer, c'est qu'on n'a aucune preuve tangible, encore une fois. Déjà, on pourrait imaginer un acte terroriste. Au début de l'enquête, les autorités malaisiennes et internationales ont envisagé qu'un groupe terroriste aurait pu détourner l'avion pour perpétrer une attaque. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun groupe terroriste qui a revendiqué justement la perte de cet avion. En général, on sait qu'il les revendique. Deuxième chose qui fait penser à ça, c'est que en fait, eh bien, lors de l'embarquement, il s'avère qu'il a été révélé que 2 passagers voyageaient avec des passeports volés. Mais ces individus ont vite été identifiés comme des Iraniens cherchant à immigrer sans lien apparent avec une activité criminelle. Juste des gens qui ont volé un passeport pour immigrer. Et sur les 227 autres passagers, il n'y avait personne de suspect ou de connu ou de fiché pour des actes terroristes, bah y a rien, donc la théorie tombe un peu à l'eau. Au-delà de ça, en plus, je rappelle que le Boeing 777 est un avion à la technologie très avancée, et un avion sécurisé. Les règles de sécurité aérienne permettent rarement l'accès au cockpit sans autorisation. Mais oui, on peut toujours finir par réussir à rentrer avec de la ruse ou de la force, mais normalement c'est très compliqué de rentrer dans un cockpit. Et il existe évidemment des théories spécifiques liées au détournement. Je m'explique. Premièrement, une tentative de forcer un atterrissage. Certains experts avancent que les pirates auraient tenté de détourner l'avion pour l'amener dans une zone isolée. Donc il aurait été détourné dans un but très précis. En preuve potentielle, on a la trajectoire analysée qui montre que l'avion a survolé des zones peu habitées et aurait pu viser une piste abandonnée. Le problème, c'est qu'aucune trace d'un atterrissage ou d'une tentative d'atterrissage n'a été retrouvée. Peut-être qu'il transportait quelque chose qui a fait que. Et d'ailleurs, ça amène à la deuxième hypothèse. Une diversion délibérée pour cacher la cargaison. Il y a une théorie qui suggère que le MH370 transportait une cargaison précieuse ou sensible, comme des technologies avancées ou des documents secrets. Le détournement aurait donc permis de dissimuler ou alors d'intercepter la cargaison. Parce que la cargaison a suscité beaucoup de débats. En fait, le problème avec la cargaison, c'est que quand les familles ont demandé à avoir le détail de la cargaison de cet avion, quand ces hypothèses ont commencé à naître, ils leur ont été envoyés des documents en disant qu'il y avait des tonnes et des tonnes de manganèse dans la cargaison. Et une fois qu'ils ont fait comprendre qu'ils trouvaient ça un peu bizarre, la société s'est rétractée et a dit non, finalement c'est autre chose. Et en fait, il y a un flou bizarre sur la cargaison de l'avion, qui devrait pas y avoir. Donc forcément, ça soulève des questions. Qu'est-ce qu'on essaie de cacher? Après, pour le fait qu'il n'y ait pas de revendication et que ils ont rien attaqué, peut-être que simplement l'attaque a raté. C'est-à-dire que, peut-être qu'à ce moment-là, il a été détourné pour effectivement une attaque terroriste, comme un crash dans une ville ou un site stratégique, mais que les pirates, ils ont perdu le contrôle de l'avion avant qu'ils atteignent la cible. Et le fait qu'il l'ait raté, personne l'a revendiqué parce que c'était la honte. Et le problème dans cette théorie, c'est que forcément, ça va pas. Déjà, dans presque tous les cas de détournement terroriste, les responsables revendiquent dans tous les cas rapidement leurs actions pour maximiser l'impact psychologique ou politique. Et là, aucune revendication n'a été faite. Et surtout, si l'objectif d'un détournement était une attaque, pourquoi prolonger le vol de 7 heures, augmentant en plus le risque d'être intercepté par les militaires et compagnie? C'est beaucoup trop bizarre. Et encore une fois, c'est une hypothèse qui est plausible, mais qu'on ne peut pas prouver. Dans les hypothèses, on retrouve évidemment une catastrophe technique, une théorie selon laquelle le vol MH370 aurait été victime d'une catastrophe technique majeure, et c'est l'une des explications les plus explorées par les enquêteurs, c'est du rationnel. Mais bien que plausible, elle comporte beaucoup d'incohérences, notamment en raison des manœuvres délibérées observées après la perte de contact, parce que si c'était qu'un problème technique, pourquoi il y avait des manœuvres aussi techniques et le fait d'éviter les radars? Vous voyez, c'est un peu bizarre. Et dans les scénarios possibles, dans les catastrophes, il y a l'incendie à bord, mais on saurait pas d'où ça viendrait, on n'a pas vraiment d'impact. De toute façon, sans la carcasse, on peut rien faire, on peut pas savoir ça. Il y aurait aussi une dépressurisation rapide, pourquoi pas, ou une panne électrique majeure. Mais voilà, c'est pas des trucs... voilà, après il y avait aussi un problème avec la cargaison. Peut-être que, il y avait des hypothèses comme quoi la cargaison transporterait des batteries de lithium connues en général pour leur risque d'incendie, donc peut-être que c'est la cargaison qui a fait que... Mais en fait, tout ça n'explique pas en fait les mouvements de l'avion après avoir désactivé le transpondeur. Tout ça n'est pas explicable par un problème technique. Et surtout, il n'y a eu aucun signal de détresse. Si vous avez un problème technique, un incendie qui se déclenche, l'avion va automatiquement envoyer un message de détresse. Donc là, on n'en a pas. Il y a eu aussi la théorie comme quoi l'avion aurait pu être cyberattaqué, piraté si vous préférez. Parce qu'avec l'avènement des technologies modernes, la possibilité qu'un avion puisse être piraté à distance a évidemment captivé l'imagination de nombreux experts
et amateur de mystère. L'idée que le vol MH370 ait été victime d'une attaque cybernétique reste évidemment une hypothèse fascinante, inquiétante surtout, et encore une fois, c'est une hypothèse qui repose que sur des conjonctures. Déjà, on peut envisager ça pour plusieurs raisons. Déjà, la désactivation des systèmes de communication, le transpondeur et le système ACARS, parce qu'un pirate informatique aurait pu les désactiver à distance et rendre l'appareil invisible au radar. Et en fait, il y a des experts qui ont dit que s'il avait été piraté, tous les mouvements bizarres qu'il fait, ça aurait pu être fait aussi à distance. Un individu aurait pu prendre le contrôle des systèmes de navigation via une intrusion informatique et contrôler l'appareil. C'est un film de Black Mirror. Mais encore une fois, on n'a pas de revendication. Quel intérêt? Vous avez réussi à pirater un avion, c'est un truc de fou. Les gens l'auraient revendiqué. Ça m'étonnerait qu'ils l'auraient laissé dans le silence. Là, vous allez me dire, mais attends, c'est pas possible, on peut pas pirater un avion, une caméra chez quelqu'un, ok, un ordinateur, ok, mais un avion? Eh bien si. Il y a des avions modernes, comme le Boeing 777, qui a été utilisé pour le vol MH370, sont équipés de nombreux systèmes électroniques interconnectés, notamment justement le système de gestion de vol, le FMS, qui est responsable de la navigation automatique et du contrôle de l'avion. Une intrusion pourrait permettre de modifier la trajectoire ou les paramètres de vol. On peut aussi contrôler le système de divertissement à bord. Bon bah ça c'est l'IFE, ça s'appelle. Dans certains avions, le système de divertissement est connecté au réseau principal. Si une vulnérabilité existe, un pirate pourrait théoriquement utiliser ce point d'entrée pour accéder aux autres systèmes critiques de l'appareil. Et du coup, tous ces éléments permettent de spéculer le fait que potentiellement l'avion aurait pu être piraté à distance, contrôlé à distance, et que ça aurait pu mener au crash. Mais ça explique pas grand chose encore. Il existe après évidemment les dernières théories alternatives, entre science-fiction et conspiration. La disparition du vol MH370 a captivé l'imagination de millions de personnes, donnant naissance à des théories aussi fascinantes qu'extravagantes, entre science-fiction, conspiration mondiale et surtout phénomènes inexpliqués. Ces hypothèses reflètent souvent le désir humain de combler un vide, ce que je vous explique très souvent, mais parfois peuvent être intéressantes à regarder. On a toujours la théorie du trou noir, ou de l'anomalie spatiale qui revient quand t'es dans l'aviation ou maritime, ça disparaît parce que c'est des endroits où on n'a pas vraiment de témoins. Donc la théorie comme quoi le vol aurait été aspiré dans un trou noir ou dans une autre dimension, forcément c'est une théorie qui est revenue. Malheureusement, elle est quand même mise à mal avec le fait qu'on ait retrouvé des débris de l'appareil qui suggèrent plutôt un crash, que l'avion en lui-même est complètement disparu, tel Manifeste, la série. On a évidemment l'hypothèse extraterrestre qui est revenue, avec un enlèvement extraterrestre, pourquoi pas. Il aurait été intercepté par des extraterrestres. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu parler du congrès américain où ils disent qu'en fait les extraterrestres, il y en a bien, des ovnis et des extraterrestres, ils sont pas là-haut, ils sont dans nos océans. C'est cool. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi, j'essaierai de trouver des infos et de vous faire une vidéo sur ça, ça a l'air intéressant. Je me suis pas encore bien renseignée. Et ça, forcément, ça a été avancé parce qu'on n'a pas retrouvé d'épave. Mais on a retrouvé des débris. Donc, pareil, ça met quand même à mal la théorie. Et il y a une autre théorie qui arrive, une arme secrète ou une expérience militaire ou intervention militaire qui aurait mal tourné. Celle-là, c'est la plus répandue. L'hypothèse, ce serait que le MH370 aurait été accidentellement ou délibérément détruit par une arme secrète ou alors impliqué dans une expérience militaire classifiée. Pour les arguments de cette théorie, on a la région du vol. Le sud de l'océan Indien est relativement proche de zones où des exercices militaires sont parfois conduits. Certains suggèrent que l'avion aurait pu être abattu par erreur lors d'un test militaire. Et d'ailleurs, on a qui pensent qu'une arme capable de neutraliser des systèmes électroniques de l'avion pourrait expliquer la perte de communication et de contrôle. Donc ça pourrait rejoindre un peu les théories. Mais le problème c'est que, bon, on va dire pourquoi c'est peu crédible, même si je pense que c'est une théorie quand même pour moi plausible, aucun gouvernement ou entité militaire n'a signalé une activité inhabituelle ou reconnu une responsabilité. Les technologies connues ne permettent pas de neutraliser un avion aussi moderne sans laisser de traces détectables. Ça c'est les contres, c'est ce que j'ai noté dans ce que j'ai lu sur les contres de cette théorie. Les deux pour moi elles sont absolument pas explicables. Enfin, non. C'est évident que il n'y a pas une armée, un pays qui va dire ok c'est moi, j'ai abattu 300 personnes. Oupsie, désolé, c'était nous. Bah non, personne ne va l'admettre, tout le monde va le passer sous silence. Ça reste un mystère, les gens aiment le mystère, voilà, tant pis, il y a des gens tristes, ça va, c'est pas grave. Déjà, premièrement, ça, pour moi, le fait qu'il n'y en ait aucun qui ait revendiqué ça, enfin, qui ait dit que c'était eux, ça veut pas dire que c'est pas le cas. Deuxième chose, quand ils disent qu'il n'y a pas d'armes actuellement qui seraient capables de faire ça, vous en savez quoi? On sait pas ce qu'ils font, il y a des armes qu'on connaît pas, mais peut-être qu'ils développent, Et justement, c'est le but, la théorie, c'est un test militaire qui aurait mal tourné. En plus, encore une fois, dans le congrès américain, ils disent qu'ils ont des technologies extraterrestres... Une autre théorie, si on repart sur autre chose, il y a évidemment la théorie du complot mondial. En fait, il y en a qui pensent que le MH370 aurait été la cible
d'une opération clandestine impliquant des gouvernements ou alors des organisations secrètes destinées à dissimuler un objectif précis. Cette théorie est avancée notamment par rapport à sa cargaison mystérieuse, puisqu'il y en a qui affirment que l'avion transportait des objets sensibles comme des armes, des documents confidentiels ou des technologies avancées, ou alors peut-être que c'était des passagers tout simplement, que parmi les passagers il y avait des experts en technologie avancée de Freescale semi-conducteurs qui ont attiré l'attention des autorités, alimentant évidemment les théories là-dessus, ou alors peut-être que l'avion aurait été redirigé vers une base secrète comme Diego Garcia, une installation militaire britannique et américaine dans l'océan Indien. Mais évidemment, c'est encore une fois, c'est que de la spéculation. Bon, anomalie temporelle, accident, tout ça, je vous le dis pas, c'est un peu dans le même registre que le trou noir. Forcément, il y a un moment où on aurait retrouvé... soit on n'aurait pas retrouvé de débris, soit on aurait tout retrouvé. Bon, bah du coup, ça c'est les théories. Mais qu'est-ce qu'il en est des conclusions du coup officielles de la disparition du MH370 ? Donc après des années d'investigation internationale, le 30 juillet 2018, les autorités malaisiennes publient un rapport officiel de 480 pages sur la disparition du MH370. Ce document, longtemps attendu, devait apporter des réponses aux nombreuses questions entourant cette tragédie. Pourtant, il laisse une énorme partie du mystère intacte. Déjà, il faut savoir le contexte du rapport. L'objectif déclaré du rapport était d'identifier les causes de la disparition et surtout de formuler des recommandations pour éviter qu'un tel accident puisse se répéter. Le rapport a été rédigé par une équipe multidisciplinaire composée d'experts malaisiens, assistés par des représentants de pays impliqués comme l'Australie, la Chine ou les États-Unis. Malgré du coup des années de recherche, le rapport s'appuie principalement sur les données satellitaires, les débris retrouvés, les enregistrements radars et les historiques du vol MH370. Cependant, l'absence des boîtes noires et de l'épave principale va limiter forcément considérablement les conclusions possibles. Déjà, les faits établis. Dans les faits établis, une action humaine hautement probable. Le rapport souligne que la désactivation des systèmes de communication et les manœuvres inhabituelles ne sont pas compatibles avec une panne technique. Le transpondeur et l'ACARS ont été désactivés pour eux manuellement. C'est l'enquête qui conclut ça, pour eux c'est forcément une action humaine. Les virages précis également constituent une preuve qu'il y a eu une action humaine dans cette tragédie. Ensuite, les analyses des données satellitaires indiquent que l'avion a volé du coup plus de 7 heures après la perte des communications, avant de s'écraser dans le sud de l'océan Indien. Donc que l'avion est volé jusqu'à épuisement de son carburant. Mais le rapport, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Déjà, le rapport n'accuse aucun individu ou groupe de manière définitive, mais il reconnaît la possibilité d'une action intentionnelle. Donc dans le rapport, ils accusent quand même le capitaine Zahari Ahmad Shah, en disant qu'il y a une attention particulière qui lui a été portée et que potentiellement il peut être quelqu'un. Également le copilote. Ils mettent une mention sur une intrusion extérieure, potentiellement un détournement de l'avion, mais il n'y a pas de conclusion réellement dans ce document, parce qu'il n'y a pas les boîtes noires. Le rapport insiste sur le fait que justement on n'ait pas retrouvé ces fameuses enregistreurs de vol. Et d'ailleurs que c'est le principal obstacle pour comprendre le problème du vol. Le CVR, le Cockpit Voice Recorder, c'est un dispositif qui aurait révélé justement les échanges entre les pilotes et les sons ambiants dans le cockpit. Essentiel pour comprendre ce qui s'est passé. Grâce à ça, on aurait pu savoir si l'action venait du pilote, ou alors du copilote, ou alors si ça venait d'une intrusion extérieure. Le FDR aussi, le Flight Data Recorder, qui aurait fourni des informations techniques cruciales, comme les paramètres de vol, les performances des moteurs, les commandes effectuées par les pilotes. Et là, on aurait pu savoir si c'était des commandes faites par le pilote ou un problème technique dans l'avion, bien qu'on pense que c'est pas le cas. Donc ce rapport va créer des recommandations pour les prochains vols, mais ça bon je vous le passe parce que la vidéo est déjà bien longue. Quand le rapport est sorti, ça a été une taulie. Vraiment, ça a mal été perçu. Déjà, pour les familles des victimes, ils accusent les autorités clairement de ne pas avoir partagé toutes les informations en temps voulu. C'est resté en travers de leur gorge. Donc du coup, les conclusions officielles du rapport sur le MH370 reflètent l'incertitude qui entoure cette disparition. Elles soulignent les limites de la technologie et des enquêtes modernes face à l'immensité de l'océan et à l'absence de preuves tangibles. Pour les familles des 239 personnes à bord, ce rapport est un rappel douloureux que même après des années d'investigation, leur quête de vérité reste complètement inachevée. Près de 10 ans après la disparition du vol MH370, les théories continuent d'alimenter les discussions, mais aucune n'apporte de réponse définitive. Pour les familles des victimes, le besoin de vérité reste une quête inachevée. Pour les experts, le MH370 est un rappel poignant des limites de la technologie face à l'immensité de l'inconnu. Le vol MH370 de Malaysia Airlines reste l'un des mystères les plus fascinants et troublants de l'histoire de l'aviation. 10 ans après sa disparition, les questions persistent. Que s'est-il passé à bord cette
contenu-là? Pourquoi cet avion, symbole de la modernité et de la technologie, s'est-il volatilisé dans un monde connecté et surveillé? Malgré les efforts titanesques des enquêteurs, les recherches sous-marines et surtout les avancées technologiques, les réponses concrètes se font attendre. Chaque théorie, qu'elle soit basée sur des faits ou l'imagination, reflète un besoin humain de comprendre l'incompréhensible. Mais derrière ce mystère médiatique se cache une réalité douloureuse. Les 239 passagers et membres d'équipage qui ne sont jamais rentrés chez eux. Pour leur famille, l'absence de vérité est un poids insupportable. Elles attendent toujours des réponses, un lieu pour se recueillir et surtout une certitude que le monde n'oubliera pas leurs proches. Le cas du MH370 nous rappelle aussi nos limites face à l'immensité de la nature et surtout à la complexité des événements humains. Il est un témoignage poignant de la fragilité de nos certitudes, même à une époque où la technologie semble dominer tous les aspects de notre existence. Le MH370 n'est pas seulement une enquête non résolue, c'est un symbole de persévérance pour les enquêteurs, de résilience pour les familles et d'humilité pour le reste du monde. Car parfois, l'inconnu résiste à notre désir de contrôle. Et c'est ce qui rend ce mystère si captivant. Même si aujourd'hui il existe énormément de théories diverses et variées concernant la fin tragique de ce vol, on ne pourra jamais définir avec précision ce qui a pu se passer ce soir-là. Quel est l'élément déclencheur? Qui a fait en sorte que l'avion disparaisse? Est-ce que c'était réellement volontaire de la part du pilote ou de quelqu'un présent dans l'avion? Est-ce que c'était un accident militaire peut-être? Est-ce que c'était lié à des extraterrestres? On ne sait pas. Mais tout ce qu'il en est, c'est que ce vol et surtout ces derniers instants resteront un mystère dans nos têtes. On ne pourra jamais réellement savoir ce qui a pu se passer ce jour-là à bord de ce vol. J'envoie évidemment mes condoléances et ma force à toute la famille des victimes, bien que ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que c'est passé. Je pense que la douleur n'est toujours pas effacée, étant donné que sans réponse on ne peut pas réellement faire son deuil. Je pense qu'il y a beaucoup de points d'ombre dans cette histoire. Je pense que l'humain est derrière tout ça, c'est une certitude. Il n'y a rien d'inexplicable ou de paranormal, mais par contre je pense qu'il y a des choses que des gens savent, mais que nous ne saurons jamais. L'histoire de l'accident militaire, je pense que ça peut être quelque chose à explorer. Je pense réellement que ça peut être une bonne idée, étant donné le manque de transparence des autorités malaisiennes et surtout le peu qu'on a retrouvé de l'épave. Je trouve ça extrêmement bizarre vu le nombre de kilomètres carrés qu'on a cartographié pour essayer de le retrouver. Et je pense qu'il y a des choses qui ont été passées sous silence volontairement. Voilà, je sais que vous connaissez cette histoire, tout le monde connaît l'histoire du Malaysia Airlines 370, mais j'avais envie quand même de traiter cette histoire. Elle est très longue, je le sais, beaucoup d'informations. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette histoire, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé ce soir-là à ce vol. Je serais curieuse de lire vos commentaires. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, tout est le fruit de mes recherches, donc j'ai potentiellement oublié des choses. Peut-être je me suis trompée sur certaines choses. Enfin, voilà, je suis pas parfaite, je préfère le rappeler régulièrement. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à interagir avec cette vidéo et à passer sur ma boutique en ligne, ça me ferait hyper plaisir pour profiter des promotions de Noël. Et sur ce, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine histoire. Adieu.